tic-tac, tic-tac. Le temps passe et toi aussi. Imagine que chaque seconde qui passe te coûte 1 euro. Alors combien as-tu perdu? Le temps ne reviendra pas. Et toi, tu t'es déjà dit, si j'ai pas le temps aujourd'hui, eh bien reste là parce que cette vidéo pourrait bien changer ta façon de voir chaque minute qui passe. Le temps passe et si tu ne t'y mets pas maintenant, un jour ce sera trop tard. On se dit souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Quand j'étais plus jeune, on me disait souvent, oh mais t'inquiète pas, t'as le temps, t'es pas pressé, ne sois pas pressé. Tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, t'inquiète pas, t'es jeune. Tu veux être responsable, tu veux faire comme les adultes, ne t'inquiète pas, tu es jeune, t'as tout le temps pour ça. Profite tant que t'es jeune et tant que tu peux en profiter. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas le temps. Je dois passer mon permis de conduire, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. J'ai des projets de création d'entreprise, mais j'ai pas le temps. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est souvent la carte joker ultime. C'est j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de sacrifier le temps passé avec ses enfants, mais ce que je veux dire, c'est que il s'agit de mieux t'organiser, de leur consacrer du temps de qualité, tout en réservant aussi un moment pour construire ce qui compte vraiment pour toi. Notre perception du temps, c'est un truc de fou. Dans cette notion de temps, il est fascinant de voir chaque façon différente de l'aborder. Il y a ceux qu'on appelle les personnes qui sont associées au temps, et puis ceux qui sont plutôt dissociés du temps. Les personnes associées, ce sont souvent celles qui prévoient tout, qui anticipent tout, qui pensent toujours à l'après. Elles sont très organisées, elles sont souvent en avance. Elles ont toujours un œil sur l'horloge ou sur l'agenda. Et puis, il y a les personnes plutôt dissociées du temps. Et eux, ce sont des personnes plutôt qui vivent dans l'instant présent. Ils sont plutôt flexibles et sont capables d'improviser. Mais dès qu'il faut anticiper, ça peut vite devenir une source de stress pour eux. Par exemple, une personne dissociée du temps, c'est une personne qui va avoir un rendez-vous à 16 h. Elle sait qu'elle est en retard, mais ça ne l'inquiète pas plus. Ce qui compte pour elle, c'est d'abord mettre sa chaussure droite, sa chaussure gauche, mettre ses lacets, ensuite mettre son manteau, et puis se diriger tranquillement vers la gare. De toute façon, cette personne se moque complètement de savoir à quelle heure passe le train. Elle verra sur place. Donc elle est vraiment dans l'instant présent. Eh bien, le temps est un mystère bien plus vieux que nous finalement. Le temps était là bien avant nous. Il a des millions d'années. Le temps a des milliards d'années. Et toi, t'as quel âge par exemple? Tu dois avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Mais qu'est-ce que c'est face à des milliards d'années? Il y a eu plusieurs personnes qui se sont intéressées aux personnes en fin de vie et de savoir quels étaient leurs regrets. Et les regrets, elles sont souvent liées au temps. Notamment les rêves qui n'ont jamais été assouvis. Par exemple, je rêvais d'ouvrir un restaurant, mais je me suis jamais permis d'essayer. J'aurais dû lancer ma boutique de vêtements, mais j'ai jamais eu le courage. J'adorais chanter, mais j'ai toujours eu peur qu'on se moque de moi. Il y a d'autres regrets encore plus douloureux, c'est pourquoi j'ai autant travaillé. J'ai pas vu mes enfants grandir. Pourquoi je n'ai jamais dit à ma mère que je l'aimais? Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille où l'on n'exprimait pas ses émotions. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps parce qu'on ne va pas te le donner. Chaque instant est une opportunité que tu ne reverras jamais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yacine Al, je suis coach professionnel. J'ai accompagné des milliers de personnes. Il y en a un, pas plus tard qu'hier, qui me dit, tu sais Yacine, je prie beaucoup. Depuis plusieurs mois, je prie le bon Dieu qui m'aide. Et il n'y a rien qui change, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. J'ai presque perdu la foi, quoi. La foi dans mes projets, la foi dans mes capacités, la foi dans ce que j'ai envie de faire. Et rien n'avance. Je lui ai dit, tu peux toujours prier, mais il n'y aura aucun changement. Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que Dieu t'a déjà tout donné. Tu connais sûrement cette phrase, aide-toi et Dieu t'aidera. Mais pour que ça marche, il faut déjà commencer par s'aider soi-même. Attention, je ne dis pas de ne pas prier ou de moins prier. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que c'est l'action qui déclenche le changement. Imagine que tu as un bocal vide qui représente ton temps. Et pour le remplir, tu disposes de pierres et de sable. Eh bien, chaque grosse pierre représente un point important dans ta vie. Ce qui est vraiment essentiel pour toi. Une pierre pour ton travail, une pierre pour ta famille, une pierre pour ta dimension spirituelle, une pierre pour le sport, pour les amis, pour les passions, enfin bref.
Chaque pierre représente quelque chose d'important pour toi. De ces grosses pierres, tu vas remplir ton bocal. Une fois que le bocal est rempli de ces pierres, tu peux ajouter le sable. Et le sable va représenter, bien sûr, les distractions, les petits plaisirs, les choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Le temps que tu passes sur les écrans, etc. Et si tu remplis d'abord ton bocal de sable, eh bien, tu n'auras plus de place pour mettre des grosses pierres. Donc, il faut d'abord mettre ces grosses pierres et ensuite le sable. Et on ne peut pas faire l'inverse. Alors, qu'est-ce que tu mets en premier dans ton bocal? Ce que je dirais, c'est déjà prendre le temps pour soi, parce que personne ne va te le donner. Et oui, déjà, c'est de commencer par prendre soin de soi, parce que on va se dire, oui, mais tu sais, ces derniers temps, ça va pas. Moi, il n'y a rien qui va, ça avance pas, je me sens pas bien, etc. Ben, ok, c'est ok avec ça. On n'est pas infaillible, on n'est pas des robots. Donc, oui, ce n'est pas grave en soi. C'est que je dis pas de minimiser le ressenti, mais je dis de l'accepter. Et tout ce qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas forcément de ta faute. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et c'est ok avec ça. C'est que le problème, c'est qu'on cherche souvent réponse, mais aux mauvaises questions. Comment mieux gérer mon temps? Et finalement, la question, ce n'est pas comment moi je peux mieux gérer mon temps, mais c'est comment moi je peux mieux me gérer vis-à-vis du temps. Donc finalement, c'est nous qui nous gérons vis-à-vis du temps. Et c'est pas à nous de gérer le temps. On est dans l'incapacité de gérer le temps. Au même titre qu'on est dans l'incapacité de gérer la pluie. Et ce n'est pas toi qui contrôle un concept aussi vieux que l'univers. Par contre, ce que tu peux gérer, c'est toi-même. Ta façon de prioriser, de choisir, de vivre avec le temps qui passe. Alors arrête de courir après le temps. Apprends plutôt à te gérer pour faire en sorte que le temps travaille avec toi et pas contre toi. Pourquoi doit-on gérer son temps? À quoi ça peut bien servir? Eh bien, je commencerai par dire qu'il nous permet de mieux nous organiser pour atteindre des objectifs précis. Quand tu es salarié d'une entreprise, tu fais partie d'une organisation. D'ailleurs, une entreprise, c'est une organisation. Alors par défaut, tu es organisé. Ton descriptif de poste est bien défini. Mais une fois que tu veux créer une entreprise ou que tu as des projets personnels qui sont propres à toi, eh bien il faut t'autodiscipliner pour que tu puisses mieux t'organiser. Sinon, tu es vite pris par toutes les distractions et les tâches non essentielles. Stephen Covey a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ». Et dans ce livre, les 7 habitudes sont les suivantes. Soyez proactif. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Donnez la priorité à la priorité. Et c'est là cette dimension de temps et de gestion du temps. Pensez gagnant-gagnant, win-win. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Profitez de la synergie, c'est-à-dire de la communication, de l'échange, de la synergie. Aiguisez vos facultés. Continuez à apprendre. Développez vos compétences. Est-ce que tu connais la matrice d'Eisenhower? Eisenhower était un président américain qui a fait le débarquement en Normandie. C'est le commandant en chef des forces alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cette matrice, elle est très intéressante. Allez, viens voir, je vais te montrer. Donc Eisenhower a fait la différence entre l'urgence et l'importance. Et il les a triés. Important, du moins important au plus important, du moins urgent au plus urgent. Les tâches à prioriser, ce sont les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Et ça, ce sont les tâches à faire en urgence. C'est les premières tâches à faire, à mettre en priorité dans sa to-do list. Ensuite, on a une tâche, c'est la tâche importante, mais pas urgente. La tâche importante, mais pas urgente, eh bien, on peut la déléguer. Ok? On peut la déléguer. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire par quelqu'un, ou alors on peut la planifier aussi. Ok? La tâche qui n'est pas importante, mais urgente, on peut également la déléguer. En fonction de l'urgence et de l'importance. On peut la faire. Ok? Ce qui est certain, c'est qu'il faut aussi la prioriser.
Si elle n'est pas importante et elle reste urgente et qu'elle reste urgente de manière ponctuelle, on peut aussi la remettre dans sa to-do list, mais on peut la reporter, ça c'est possible. Ce qui est certain, c'est que la tâche qui n'est pas importante et qui n'est pas urgente, eh bien, à un moment donné, il faut la supprimer. Ok? Donc voilà en gros ce qu'explique la matrice d'Eisenhower. Donc ce qu'on peut comprendre dans tout ça, ce n'est pas le nombre d'heures que tu fais, c'est ce que tu fais durant ces heures qui compte. Donc ce n'est pas le temps passé à travailler devant son ordinateur, si tant est que tu travailles, c'est la qualité du travail que tu apportes durant ces heures de travail. De toute façon, il y a une limite à ça. Tu ne pourras jamais dépasser 12, 15, 18 heures par jour. C'est impossible. À un moment donné, tu vas avoir ta santé qui va se détruire. Tu vas te mettre en risque au niveau cardiaque, au niveau psychique et psychologique. Donc, à un moment donné, tu ne pourras pas tenir. Il va falloir reprendre un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le mouvement ne veut pas dire que tu es en train d'avancer. Mais rester immobile ne veut pas dire que tu ne fais rien du tout. Il se peut que tu es pressé, que tu as envie de faire plein de choses, que tu vas et que tu fais plein de choses, et que tu es dans le mouvement. Simplement, tu es dans une action stérile. Tu fais des choses qui n'apportent rien, qui ne construisent rien. Tu es en train de faire plein de choses, tu vas dans tous les sens. Tu es à la fois présent dans ta vie personnelle et professionnelle. Et dans ces deux cas, il n'y a rien qui avance, parce que tu n'orientes pas ton énergie dans les bonnes actions, dans les bonnes choses qu'il faut faire, qui sont en lien avec ton projet, avec ce que tu as envie de mettre en place concrètement, ou avec l'atteinte de tes objectifs que tu as définis pour tes 10 prochaines années. Dans ce cas-là, pourquoi à chaque fois tu veux te dire « j'ai envie de faire des choses extraordinaires pour l'année suivante, pour les 6 prochains mois ou pour le mois prochain », mais tu ne te poses pas la question de qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui d'extraordinaire pour atteindre un objectif extraordinaire. Réintégrer dans le présent cet objectif qui est projeté dans le futur en se disant « qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour demain ?» Je pense que je ne t'ai pas parlé de la concentration et c'est le bon moment qu'on aborde ce point. On entend souvent « t'es pas concentré, recentre-toi ». Et c'est même une expression ça, mais t'es pas concentré. Être concentré, c'est simplement se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo sur la notion de temps et sur la gestion du temps. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré. Ce qui est très curieux, c'est que j'aborde le sujet sur la gestion du temps et j'ai jamais pris autant de temps pour faire une autre vidéo. C'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps. Je vais éviter de parler d'autres sujets pour ne pas m'éparpiller. Donc la concentration est vraiment cruciale. Imagine, tu es en vacances, tu es au bord de la piscine ou tu es à la plage et tu passes ton temps à penser au travail. Et bien en fait, tu es déjà un peu en train de travailler et tu ne profites pas vraiment de tes vacances. Et inversement, quand tu es au boulot, tu arrives au travail, la première chose que tu mets en fond d'écran sur ton ordinateur, c'est une photo de tes vacances. Du coup, tu passes ton temps à penser au travail pendant les vacances et tu penses aux vacances pendant le travail. Conclusion, le travail, c'est le travail et les vacances, c'est les vacances. Donc, il faut vraiment faire l'effort de ne pas mélanger les deux. Dans cette notion de temps, c'est de réintégrer le fait qu'il faut savoir dire non. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'arrive souvent aussi, c'est au moment où je suis dans mon flow, c'est-à-dire je suis motivé, productif, je suis inspiré, que j'ai un coup de téléphone, que j'ai des distractions, qu'il y a des choses qui surgissent, qu'on me sollicite, on m'envoie des mails, on commence à me distraire de ce que je suis en train de faire. Tiens, on va boire un verre, tu veux aller au cinéma, on passe chez un ami, ça te dit on va voir un copain, etc. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose. C'est exactement dans ces moments-là où tu es dans ta zone de performance. Et c'est dans cette zone de performance qu'il est vital de savoir dire non. Ce n'est pas parce que ce sont des activités qui sont inintéressantes, c'est parce que ce sont des activités qui te volent ton énergie, qui te volent ton temps, là où tu en as le plus besoin pour avancer dans ce qui compte vraiment pour toi. Bien entendu, je ne peux pas vous parler de temps sans vous parler des lois du temps, et il y en a 9. Si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, voici les 9 lois fondamentales qui vont t'aider. La première loi du temps, c'est la loi de Pareto, la loi de 80-20. C'est-à-dire que il faut faire 20% d'efforts pour avoir 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats.
20% d'efforts ciblés sur l'essentiel, sur l'important, vous rapportera 80% de résultats. Ensuite, on a la loi de Carlson. Tout travail interrompu prend plus de temps et c'est moins efficace que si c'est un travail qui est fait d'un coup. Il faut limiter un maximum les interruptions. Ok ? Ensuite, on a la loi d'Illich. La loi d'Illich, c'est qu'au-delà d'un certain temps de travail, eh bien, l'efficacité tend à diminuer et à avoir des valeurs négatives. C'est-à-dire qu'en termes d'efficacité, on perd en efficacité. Ok ? Alors, ça veut dire que dans la loi d'Illich, la notion de pause est très importante pour maintenir une régularité dans le travail et éviter ce point mort qui est la productivité négative. Donc il faut prendre des pauses régulières. Ensuite, on a la loi de Laborit. Donc la loi de Laborit, c'est que notre cerveau préfère faire des tâches les plus faciles et qui ont une satisfaction immédiate. D'accord ? Donc là, le problème, c'est que le cerveau, il aime les tâches faciles, sauf que le résultat est petit. Alors que si tu commences par les tâches les plus difficiles, tu auras beaucoup plus de résultats. Donc, tâche facile, moins de résultats. Tâche difficile, plus de résultats. Ok ? Alors, la loi de Fraisse, elle vient challenger notre notion du temps. Donc, la loi de Fraisse, elle explique que plus la tâche est difficile, plus elle paraît interminable. Par exemple, une tâche difficile de 5 minutes, va paraître en termes de temps, ça va vous paraître à peu près de 60 minutes de temps dessus. Donc ça veut dire que c'est lié à la pénibilité de la tâche et à la difficulté de la tâche. Donc la tâche difficile. Une tâche difficile qui dure 5 minutes, eh bien elle est tellement difficile qu'on aura l'impression d'avoir 60 minutes de difficulté. À l'inverse, une tâche agréable, là où on passe un bon moment, eh bien, le temps passe très rapidement et on se dit, au bout d'une heure ou 2 ou 3, on se dit, mais c'est déjà fini, c'est qu'on était vraiment dans le plaisir d'être dans l'instant. La loi de Murphy, elle explique que dans tous les cas, la loi de Murphy, c'est qu'elle explique que tout ce qui peut tourner mal, tournera mal un jour ou l'autre. Donc le parapluie, c'est vous. Le parapluie, c'est moi. Et quoi qu'il arrive, eh ben, la pluie représente les imprévus. Donc quoi qu'il en soit, il y a à un moment donné des choses qui sont hors de notre contrôle. La loi de Parkinson explique que le travail s'étend pour remplir le temps qu'on lui accorde. Ça veut dire que si je prévois un temps court pour atteindre un objectif, eh bien je vais faire un effort beaucoup plus important. Par contre, à l'inverse, si je m'étale dans le temps et que je veux faire atteindre un objectif, je prendrai plus de temps, donc je ferai forcément moins d'efforts. Donc plus d'efforts, moins de temps. Et là, c'est l'inverse, donc c'est moins d'efforts et plus de temps. Ok ? La loi d'Hofstadter explique qu'il faut toujours plus de temps pour réaliser une tâche. C'est-à-dire qu'on a prévu de faire une tâche et d'atteindre un objectif
comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a dans l'idée. Et ce que finalement, eh bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et il ne se passe pas vraiment toujours ce que l'on a prévu. Il y a toujours une différence entre la réalité et sa perception de la réalité. Et la dernière loi, qui est la loi de Swoboda, Filch et Tetchler, qui explique que la productivité fluctue selon les cycles naturels d'énergie. C'est-à-dire que le matin, en général, on a plus d'énergie que durant la journée. Et plus la journée passe, moins on a d'énergie. Donc l'idée ici, c'est de se dire, planifie les tâches les plus difficiles et mets les tâches les plus faciles en fonction de ton niveau d'énergie. Donc, plus tu as de l'énergie, plus tu mets en début de journée tes tâches les plus difficiles. Et durant tout au long de la journée, eh bien à ce moment-là, tu recalibres les tâches les plus difficiles en fonction de ton biorhythme, de ton énergie. Ok ? Donc quand tu te sens énergisé, c'est là qu'il faut faire les choses difficiles. Quand tu es un peu plus fatigué, un peu plus au ralenti, fais les choses les plus simples. Je voulais vous parler d'autres points aussi qui sont très importants. Déjà, c'est hiérarchiser les domaines de vie. Classe les domaines par ordre d'importance dans ta vie. Des problèmes, si vous avez des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes professionnels, si vous avez plein de problèmes et que vous tombez malade, vous allez vous apercevoir que tous vos problèmes disparaissent. Vous vous rendrez compte que toute votre énergie et votre attention va s'orienter sur votre santé. Et c'est là où on s'aperçoit que d'abord on s'occupe de sa santé, le reste suit. Sans la santé, le reste perd de sa valeur. S'assurer qu'on est aussi bien entouré et qu'on est entouré des personnes qui nous soutiennent dans notre parcours. Donc tes objectifs professionnels, va les prioriser en fonction de tes aspirations, pas en fonction de ce que les gens attendent de toi. En utilisant par exemple des techniques comme la matrice d'Eisenhower ou la méthode SMART. Le SMART, je le rappelle, c'est objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Ce qui va être intéressant aussi, ce sont les voleurs de temps, comme les distractions. Lire un message en conduisant, c'est détourner les yeux en moyenne de 5 secondes. Tu te rends compte ? Ça multiplie le risque d'accident par 23. En plus de ton champ de vision qui se réduit, qui diminue entre 30 et 50%, maintenant, transpose ça sur ta vie. Si tu passes ton temps le nez scotché sur le téléphone, imagine à quel point tu réduis tes chances de réussir ce qui compte vraiment pour toi. La fuite de temps qui passe est une notion universelle. Chaque jour te donne 86 400 secondes. Mais à minuit, tout ce qui n'a pas été utilisé disparaît à jamais. C'est exactement comme ça que la vie fonctionne. À croire que le passé n'existe pas et le futur n'existe pas non plus. Tout est dans le présent. Et pourtant, combien de précieuses secondes on gaspille sur des choses qui ont, au fond, n'ont aucune importance. Le plus dur, ce n'est pas de se rendre compte trop tard qu'on aurait pu utiliser ce temps autrement. Apprendre une compétence, voyager, dire à quelqu'un qu'on l'aime, ou oser exprimer ce qu'on a sur le cœur. Ce sont souvent les choses non faites qui laissent le plus de regrets. Le moment présent, c'est tout ce qu'on a. Chaque instant est une chance de choisir ce qui compte vraiment. Et en comprenant ça, on peut éviter beaucoup de regrets et vivre pleinement sa vie. Ça me rappelle une vieille légende, un homme de 70 ans qui plantait un arbre. Et un jeune homme lui dit « Pourquoi plantes-tu cet arbre? Tu ne vivras même pas assez longtemps pour en profiter. » Le vieil homme répondit avec sagesse « Je ne le plante pas pour moi, mais pour ceux qui viendront après moi. Et même si je ne le vois pas grandir, chaque jour je savourerai le plaisir de l'avoir fait. » Et comme le disait Mark Twain, à la fin de ta vie, tu regretteras davantage les choses que tu n'as pas faites que celles que tu as faites. Alors qu'est-ce que tu attends pour planter ton propre arbre? Pour te donner un autre exemple, c'est comme si le temps était un gros gâteau. Et la quantité est importante. Et si la quantité est importante, la qualité des ingrédients l'est tout autant. Sans bons ingrédients, même un gâteau immense restera fade. Introduis l'idée que la
qualité du temps passé est aussi importante que la quantité. Propose des idées pour vivre des moments plus riches et significatifs, même dans un emploi du temps chargé. Je ne dis pas de faire tout le temps faire des choses qui vont forcément atteindre des objectifs, c'est pas ça, on peut très bien ne rien faire et être ok avec ça. Mais de jamais perdre cette vision à long terme, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie, d'avoir des objectifs. C'est ça qui motive dans la vie, c'est construire des choses, mettre en place des choses, se sentir utile. Dans cette dimension du temps, on a le sommeil. Et le sommeil est la pierre angulaire d'une bonne gestion du temps et de ton énergie. Sans un repos suffisant, tes autres efforts risquent d'être moins efficaces. Donc programmer les tâches en fonction de son énergie, réserve tes tâches les plus importantes ou complexes sur tes pics d'énergie. C'est souvent le matin. Place tes activités routinières ou moins exigeantes lors des creux, après le déjeuner. Il faut manger à des heures régulières pour soutenir son métabolisme. Et pour bien dormir, c'est mieux de dîner plus léger pour avoir un sommeil réparateur. Passer du temps à la lumière naturelle, c'est bien connu que passer du temps à la lumière naturelle, ça permet aussi de régler l'horloge interne. Donc, limite la lumière artificielle. Le soir aussi, ça favorise une production de mélatonine pour que tu puisses te reposer. En fait, l'horloge biologique, c'est comme un chef d'orchestre. Quand chaque instrument joue au bon moment, le résultat est harmonieux. Mais si un instrument joue en décalé, c'est tout le rythme qui s'effondre. Après, on peut parler de perception du temps. Et c'est de toujours se dire, j'ai ma perception sans perdre la perspective de ce que j'ai envie de faire. Donc ne pas confondre la perception et la perspective. Ça dépend aussi de ta culture, par exemple. Chaque culture a une manière de percevoir et d'utiliser le temps. Et c'est fascinant de voir à quel point ces différences influencent nos modes de vie et nos priorités. On parle de culture monochronique. Dans des pays comme la Suède, l'Allemagne ou le Japon, le temps est vu comme quelque chose de linéaire et structuré. Tout tourne autour des horaires stricts, de la ponctualité et de la productivité. Ici, on traite une tâche à la fois, avec rigueur et méthode. On pourrait résumer leur philosophie par le temps, c'est de l'argent et chaque minute compte. Par contre, il y a des cultures polychroniques et ils voient le temps comme un puzzle. Les cultures méditerranéennes, les cultures latino-américaines sont plus perçues de façon plus souple, plus fluide. On peut mener plusieurs tâches en même temps et les relations humaines passent souvent avant les échéances. L'idée centrale ici, c'est les interactions sociales priment et il y a toujours du temps pour se connecter aux autres. Ce qu'on peut apprendre de ces approches, c'est que de la rigueur des cultures monochroniques, c'est planifier ses journées et respecter les horaires. C'est un excellent moyen d'être efficace et de rester productif. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Trop de rigidité peut générer du stress et nous couper des moments spontanés avec les autres. Et la flexibilité des cultures polychroniques, c'est donner la priorité aux relations humaines. C'est essentiel pour s'enrichir sur le plan personnel et accepter que la vie soit pleine d'imprévus. Mais trop de souplesse peut aussi entraîner de la désorganisation ou des retards. Au final, l'idéal, c'est de trouver l'équilibre. Une structure peut avancer et accomplir ses projets, mais aussi une dose de spontanéité pour profiter des imprévus et des moments partagés. Parce qu'après tout, le temps, c'est plus une question d'horloge, c'est une manière de vivre. Quelle est la répartition de ton temps sur une semaine? Et par catégorie, c'est-à-dire les catégories, les tâches associées et le temps total sur une semaine. C'est-à-dire combien de temps tu passes au repos, par exemple. C'est-à-dire le sommeil, les siestes, la relaxation. Combien de temps tu passes à travailler, tes activités professionnelles. Combien de temps tu passes sur tes écrans, sur les réseaux sociaux, Netflix, le téléphone. Combien de temps tu passes sur des activités extérieures, faire des courses, les loisirs, les amis, les sorties, les activités sociales. Essaye de mesurer en heures combien tu passes de temps à tes activités à l'intérieur, c'est-à-dire la préparation et la consommation de tes repas, le rangement, la lessive, l'hygiène, enfin bref. Combien de temps tu passes? Et puis, combien de temps tu passes à te déplacer? Tes trajets à pied, dans le bus, en train, enfin bref, combien de temps passes-tu dans les déplacements
Combien de temps tu passes aussi dans cette dimension d'introspection? Est-ce que tu prends des temps pour toi, de méditation, si tant est qu'il y en a, ou de spiritualité? Combien de temps tu passes sur la semaine par rapport à ça? Donc si tu peux mesurer en temps, ça va mesurer le temps et la productivité personnelle. Tu sais, quand un enfant veut jouer avec toi et que tu ne lui accordes pas l'attention qu'il veut, tu sais ce qu'il fait? Il commence à tourner autour de toi. Il commence à faire du bruit. Ensuite, il se met à crier, à attirer l'attention. Son but, c'est de te voler ton attention. Et ça crée de la tension d'ailleurs. C'est pareil pour le temps. Regarde ton entourage par exemple. Tu vois un pote qui n'arrive pas à l'heure, qui te vole ton temps. Personnellement, quand j'ai un rendez-vous à 14 h, tu peux être sûr que je serai là à 13 h 45. Je serai là. Si la personne arrive avec 15 minutes de retard, je l'aurai attendu, ça veut dire que je l'aurai attendu 30 minutes. Et quelqu'un qui arrive à l'heure, c'est quelqu'un pour lequel je vais avoir confiance. Je sais que je peux compter sur lui et il peut être sûr qu'il pourra compter sur moi. C'est un gage de sérieux, c'est un gage de bonne gestion du temps, c'est un gage d'une bonne organisation. C'est un gage de respect aussi. Tu en as, ils vont te dire « Ouais, mais pas du tout, moi je suis jamais à l'heure, mais on peut compter sur moi. » Ouais, mais dans ce cas-là, on peut parler de parole alors. Est-ce que tu as une parole? Parce qu'après tout, le temps, ce n'est pas qu'une histoire d'horloge ou de planning. C'est un miroir de nos priorités et de notre façon de vivre. Quelqu'un qui te dit oui, je t'ai pas appelé, j'ai pas eu le temps. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu le temps, c'est parce que tu n'es pas sa priorité. N'oublie pas, apprends à dire non. Pourquoi? Parce que chaque oui à une tâche inutile est un non à une tâche importante. Avant d'accepter une nouvelle tâche, demande-toi si elle est alignée avec tes objectifs. Allez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux gérer votre temps, d'avoir une perception différente ou alors de voir une autre façon de voir le temps. Ceci étant, l'important, ce n'est pas de compter les jours, mais de faire en sorte que chaque jour compte. Je vous remercie, c'était Yacine Al et je vous dis à bientôt. Ciao.